Bonjour à tous, on doit faire le point sur quelques actions, dont une qui m'intéresse particulièrement, ça a été demandé sur le Patreon. On va aller regarder ça, on va commencer par un petit récap Guru Focus, donc c'est Verallia, VRLA. Pour les connaisseurs, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis sur le dossier. Globalement, pour Verallia, on a une profitabilité qui est tout à fait convenable. On a cette année de profitabilité sur les 10 dernières années, sachant que je mise la restructuration. On a un nouveau management avec une stratégie qui personnellement me parle. Donc je joue aussi ça sur Verallia. On n'a aucun sévère warning. On a une dette qui est globalement bien gérée avec une dette qui diminue progressivement et un cash qui augmente aussi légèrement, sachant qu'on fait des investissements, notamment en termes de matériel, donc c'est plutôt une bonne chose. On a un revenu qui est en croissance, c'est ce que je vous disais. On a vraiment eu un revirement en termes de management, avec aussi une politique de récompense des actionnaires. Vous voyez qu'on a quand même une partie du cash flow qu'on utilise pour le dividende. Donc voilà, globalement pour moi, belle action. En termes de croissance, c'est pas trop mal. Là, les 3 dernières années, on a quand même une croissance du bénéfice par action de 30%, ce qui est tout à fait convenable pour moi. À partir du moment où on est au-dessus de 10%, c'est très bien. Sachant qu'on prévoit un petit peu de moins bien, là, ça a été annoncé aussi par le management. Donc personnellement, sur les valeurs au niveau auquel je souhaite recharger Verallia, je considère que ces anticipations-là de croissance pour les 2-3 prochaines années, qui sont un peu plus moyennes que ce qu'on a connu là, pour moi, au niveau où j'achète, c'est pricé, notamment par le marché et puis aussi de mon point de vue. Donc on va aller voir un petit peu directement Verallia. Là on a une mèche assez marrante, une sorte de doji. On la voit pas bien là avec le... Hop, je vous l'enlève, mais en gros, on a une bougie avec un tout petit corps et deux grandes mèches. Bon, la journée est pas terminée, mais globalement, c'est aussi signe d'incertitude. Ça veut dire qu'on a les acheteurs et les vendeurs qui se battent un petit peu. Donc on a essayé de partir par le haut avec les acheteurs, ça a été repoussé par les vendeurs, et idem vers le bas. On a essayé de partir vers le bas pour les vendeurs, et finalement les acheteurs ont repoussé un petit peu, on se retrouve à un niveau là de 33,5, sachant que c'est notre 0,5, notre deuxième arrêt là, notre 0,5 de Fibo. Donc ça peut déjà commencer potentiellement à être une zone. Personnellement, c'est pas les niveaux auxquels je veux recharger. Pour moi, à partir des 31, ça peut commencer à être intéressant. Et j'ai aussi un ordre qui est placé vers les 30 euros. Au point le plus bas, enfin pas le point le plus bas, mais voilà, bon, comme vous le voyez, moi je suis un petit peu au-dessus, je suis aux alentours des 30 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, c'est à peu près tout. On n'a pas les mêmes données sur Zone Bourse. On va plutôt rester concentré sur TradingView. Je pense que les données sont quand même un peu plus correctes. Vous voyez, à l'heure actuelle, on a 33,80. Et donc, on est pile sur notre 0,5 de Fibo. Donc, je parle par rapport à la dernière hausse. Donc, c'est pas trop mal. Sachant que si on devait continuer de ranger, on pourrait retourner en bas de range. Pourquoi pas, donc vers les 31, vers les 30. Personnellement, c'est les zones que je vise. Pour Verallia, du moins. Ensuite, je check ce qu'on avait d'autre. Comme ça, je peux le faire dans la foulée. Je vais voir sur le Patreon. On avait Esker, que je ne connais pas. On va regarder un peu les fondamentaux. Esker, on est sur XPAR. C'est celle-là. C'est celle-là. Alors, on a Pierre, par exemple, qui nous dit que lui, il avait préféré son concurrent, donc Bechtel AG. On ira voir ça après aussi. Esker SA. Je vais aller checker si c'est la bonne action quand même. Esker. Hop. Esker. Ouais, c'est ça. Ok, le ticker est le bon. À l'ESC, on est à 180. Ok.
Globalement, Esker, ça a l'air d'être une pas trop mauvaise entreprise. Bon, un PI ratio de 73. Euh, Même si on anticipe une belle croissance, pour moi c'est quand même très 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 élevé. Euh, on a des marges qui sont correctes, légèrement supérieures au secteur d'activité. Un return on equity de 15%, c'est pas trop mal. Si on pouvait être au-dessus des 20% là pour le RO et le ROCE, ce serait pas mal. Sur les 10 dernières années, un bel historique. Une santé financière qui est très correcte, avec un score d'Altman qui est safe. Effectivement, on a beaucoup de cash, et on est sur une tendance croissante du cash, pardon. Un revenu en croissance. On ira voir le dividende, mais on a une part du cash flow qui est attribuée au dividende qui augmente. Sachant que on a quand même un cash flow qui a baissé là sur le dernier exercice. On va aller voir le dividende rapidement. Alors, on a un dividende qui est en croissance. Bon, évidemment, 2020, mais je prends pas trop en compte 2020, même si ça reste quand même une période de crise. Un rendement qui est très bas, mais ça, c'est pas inquiétant. Un payout de 30%. Donc, on reste tout à fait correct. Donc, point positif pour le dividende. Si on va regarder un petit peu en termes de croissance, on a une bonne prévision en termes de croissance du revenu. Et sur le bénéfice par action, sur les 3 dernières années, on était à 20%. Donc c'est assez intéressant. Peut-être la seule chose qui m'embête, c'est la valo à l'heure actuelle, même si Google Focus considère qu'on est sous-évalué euh, par rapport aux anticipations. Je trouve quand même qu'on est sur un PI ratio élevé, sachant que le forward est à 57. Donc peut-être patienter sur le dossier. Et du coup, Pierre, tu nous avais parlé de j'ai un trou. Bechtel. Bechtel. Alors, pour Bechtel, je sais pas si je le dis correctement, hein. On a un petit warning sur le fait que les assets croient plus rapidement que le revenu. Donc voilà. En termes de profitabilité, c'est pas mal, mais ça reste moyen. Des marges sont moins élevées que celles du concurrent. Je vous ai déjà oublié le nom. Esker, pardon. En termes de profitabilité, on a des marges qui sont inférieures à Esker. Par contre, on a un ROCE, un Return on Equity qui sont légèrement supérieurs. Sur les 10 dernières années, un bel historique aussi. Si on regarde en termes de santé financière, on a un score d'Altman qui est safe. Et si on va voir un petit peu... Ok. Euh, Globalement, on a un cash qui est en croissance. Sauf en 2022, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Et on a une dette qui est aussi en croissance. Donc peut-être, si je dis pas de bêtises, une situation un peu moins intéressante que Esker, sachant que en 2020, on a quand même pas trop mal réagi. Je pense qu'il y a dû y avoir une année un peu exceptionnelle en 2019, mais globalement, la croissance du revenu est intéressante. Bon, bah pour le dividende, j'ai l'impression qu'on a quand même une part moins importante du cash flow qui est utilisé pour le dividende. On va aller voir Bechtel. B-E-C-H-T-L-E. Bechtel AG. En termes de dividende, on a aussi une belle croissance. On a un rendement de 1,3, ce qui est pas mal, et un payout de 31. Pierre, je suis chaud pour que tu nous expliques pourquoi tu avais préféré à l'époque Bechtel pour Esker. Euh, En termes de croissance, c'est un peu moins intéressant là. Si on regarde le bénéfice par action sur les 3 dernières années, on a 13,7, c'est un peu moins intéressant. Euh, voilà. Euh, Personnellement, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à choisir Esker. On va aller voir quand même ce que font ces sociétés-là. On est dans la distribution en ligne de matériel informatique, distribution en ligne d'équipements informatiques, ok, 62%, et prestations de services en ligne, 35%, notamment prestations de conseil, formation, etc. Et répartition géographique Allemagne, France, Néerlande, ok. Et on va aller voir Esker. Peut-être à prendre en compte aussi l'imposition à la source. Je suis pas trop au fait pour l'Allemagne. Si quelqu'un a des infos, on va aller voir sur la société.
Ok, ils font du SaaS, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique, de support papier? On n'est pas tout à fait sur le même, le même secteur. Logiciel de diffusion électronique de support papier, logiciel de traitement de fax. Ok, why not? Je sais pas si c'est très porteur. Euh, Enfin, par fax, moi personnellement, j'entends les fax à l'ancienne, quoi. Ensuite, logiciel de connectivité numéro 1 européen, destiné à un accès immédiat et sécurisé aux données centralisées de l'entreprise. Ok. Vente de services, 96%. Ok. C'est pas tout à fait quand même le même business. Euh, Là, comme ça, j'aurais une préférence pour Esker. Ouais. Là, comme ça, j'aurais une préférence quand même pour Esker, voilà. Mais qui me semble quand même un peu surévalué. Qu'est-ce qu'on avait en termes de valo sur Bechtel? Ok. Vous voyez qu'en termes de PI ratio, c'est quand même vachement plus accessible sur cette entreprise-là. Donc voilà, petite comparaison entre les deux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, Soitec, effectivement, qui casse son oblique baissière. Puis je vais aller regarder. Je crois qu'il y a Windadar qui m'a demandé d'analyser deux trois actions. Donc on a Alstom et Valorec. Bon, Valorec qui a déjà pété, je crois. Qui a déjà pété. Qui a déjà pété là récemment. On va aller voir ça, mais. Ouais, voilà. Hop, elle est déjà repartie un petit peu à la hausse. Bon, par contre, en termes de valo, c'est pas terrible. On va voir un peu les fondamentaux. Là, on est quand même vachement à la baisse, orienté à la baisse en termes de GF value. Qu'est-ce qu'on a? Bon, en termes de gross rank, c'est pas ouf du tout. C'est même négatif. Les gars, arrêtez de me demander d'analyser des actions avec des net income négatifs. C'est pas top, hein. Bon, effectivement, on a une profitabilité qui est notée 3 sur 10 parce que sur les 10 dernières années, on a que 2 années profitables. Donc, bon, effectivement, c'est à prendre en compte. Bon, après, en termes de ROCE, de ROE, c'est pas trop mal. Les marges, c'est pas dégueu non plus. La santé financière, ça va. C'est moyen, mais ça va. On a un cash qui stagne hein, globalement en dents de scie. Pareil pour la dette, mais qui a un peu diminué là sur les derniers exercices. Un revenu qui stagne aussi en dents de scie. C'est pas terrible en termes de fondamentaux. Si quelqu'un a des infos en termes de news flow ou autre, et effectivement, on a un revenu qui est pas top hein, globalement. Hein. Donc voilà pour Valorec. Et après on avait Alstom, si je dis pas de bêtises. Alstom, XPAR. Et ben Alstom, moi les gars, je comprends pas pourquoi vous voulez investir sur des entreprises comme ça. Alors je vois ce que vous voulez faire. Je le vois là. Attendez, vous l'avez pas totalement à l'écran, mais ah si vous l'avez à l'écran. Ok. Je vois là ce que vous voulez faire. Vous voulez jouer le rebond. Je vous vois. Mais pour l'avoir fait à plusieurs reprises, c'est pas toujours la bonne solution. Perso, je préfère avoir une stratégie à long terme. Alors même si là, effectivement, on anticipe une croissance plus favorable, etc., etc., globalement, on a des fondamentaux qui sont pas géniaux. Hein, pas voir. Enfin non, mais ils sont dégueux les fondamentaux. Je suis désolé les gars. Donc, puis possible value trap, donc peut-être un bull trap, pourquoi pas, je sais pas, mais ça donne pas envie. Moi perso, je reste à l'écart sur ce genre de valeur. Désolé si je vous déçois. Je ne suis pas trader. Je ne suis pas trader. Et là, quand je vois ça, bah, ça me donne pas envie. Voilà les gars.